Bonjour à tous. C'est au nom du clocher de Notre-Dame de Messine que nous vous accueillons et particulièrement donc dans le cadre des manifestations et festivités organisées dans le cadre du 400e anniversaire de Notre-Dame de Messine, mais pour les raisons que vous connaissez, qui ont dû être postposées. Dans le cadre des manifestations planifiées, nous sommes heureux enfin d'ouvrir aujourd'hui le cycle de 2 conférences. La première, vous connaissez le thème, la deuxième aura lieu le 15 mars à la même heure dans cette église. Ce sont 2 conférenciers exceptionnels qui ont accepté de nous parler, d'une part donc du coq de Messine et de son quartier au fil de son histoire, thème de ce jour, et d'autre part sur le thème « Histoire, patrimoine et anecdotes d'une église montoise », conférence donnée par François Davrindt dans 2 semaines. Cette partie culturelle n'aurait pas pu avoir lieu sans l'heureuse collaboration de la Maison de la Mémoire. La Maison de la Mémoire, éditrice de 2 cahiers consacrés à Messine, notre quartier, toujours disponible. Quelques exemplaires, d'ailleurs, peuvent être achetés au fond de l'église. Une participation libre aux frais sera proposée à la fin donc, de la conférence pour couvrir les frais de chauffage et d'éclairage. Et on profite également de l'occasion pour vous annoncer que dans le cadre du jubilé, le samedi 11 mars à 19h30 en cette église, il y aura un concert méditatif avec la participation de 70 choristes et quelques chorégraphes. Je laisse maintenant la parole à Mathilde Wattier qui va nous présenter notre conférencier de ce jour. Non, moi ça va. L'orateur de ce soir, Gérard Bavet, ne vous est certainement pas inconnu. Il promène sa longue barbe de Soigny à Mons et au-delà depuis de longues années. Docteur en histoire, homme de terrain, chercheur opiniâtre, il s'intéresse aussi bien aux sources de la trouille qu'au patrimoine de congrégations religieuses ou à l'architecture des demeures bourgeoises. Ce soir, il va nous parler du coq solidement arrimé au clocher de cette église. La symbolique de cet animal est forte. Courageux, combatif et fier de sa prestance, il symbolise la beauté, la lumière et l'immortalité dès l'Antiquité. Dans les évangiles, le chant du coq retentit après que Pierre eut nié 3 fois connaître le Christ. De nombreux saints l'ont pour attribut, comme sainte Odile ou saint Guy. Dès le IXe siècle, le pape Léon IV rend le coq obligatoire au-dessus des églises. À travers ce titre, Gérard Bavet va nous parler du quartier de Messine. De là-haut, c'est tout un territoire riche de souvenirs qui s'offre à sa vue. Le parcours de la Trouille, les moulins et le rivage de la Grande Pêcherie, la mémoire des cloîtres, chapelles, refuges, hospices et communautés de la ville basse. Depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, le quartier de Messine s'affirme comme un petit monde vivant et populaire dans le bon sens du terme. Donc je rappelle aussi que les cahiers consacrés à Messine sont en vente à la sortie de la conférence. Merci à tous. Voilà, on m'a mis un micro, mais comme vous êtes très nombreux et que je veux ménager quand même un peu ma voix, je parlerai d'ici, sauf si on peut me dire comment je peux actionner le micro qui est ici. Voilà. Merci à Mathilde et au président pour les mots d'introduction qui viennent d'être dits. Bon, ça me met la pression, mais je pense que c'est toujours pareil. Donc, je vais essayer effectivement de... Oui, merci beaucoup. Oui, c'est ça, parce que ça me permettra d'aller plus devant. Donc, je vais effectivement dresser... Non, je vais... Mais il ne fonctionne pas, c'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, simplement que je serai derrière
le pupitre, ce n'est pas nécessairement une position très facile. Enfin, ça ne fait rien, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me mettre trop près non plus. Voilà, donc effectivement, mon thème de départ, ma vision de départ, si on veut, c'était ce coq de Messine. Bon, je me suis dit, si on veut donner une vue panoramique du quartier et de son histoire, un coq sur une église, en général, Mathilde vient de le dire, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, même si cette église n'est pas au départ une église paroissiale, enfin bon, que soit. Je pense que c'est un personnage symbolique, hein, quelque part, l'être vivant ou la représentation d'être vivant la plus ancienne que l'on ait dans le quartier. Bon, c'est un peu symbolique, mais je pense que ça peut aider. D'un autre côté, évidemment, ce coq se trouve bien placé pour découvrir un grand territoire. On le voit de loin, mais il voit également très loin. Et c'est à ce titre-là que je vais me permettre de dresser un tableau qui est, bon, peut-être un peu inhabituel, mais sur tout un quartier, et notamment sur ce quartier de Berthémont. Alors, j'avais trouvé... Vous me dites hein, si ça va trop fort ou pas assez fort au niveau du son, donc pour moi, il n'y a pas de problème. Pas assez fort. Je dois parler plus fort. On va essayer de faire comme ça. Je vais me rapprocher ici parce que je n'ai pas nécessairement besoin. Dites-moi. Hein. J'avais l'impression que ça passait bien, donc on va régler les choses de manière à ce que voilà, je ne démonte pas le micro et que vous puissiez bien m'entendre. Je ne sais pas quelle est la distance idéale par rapport à ça. Alors, je voulais vous commencer par une citation de Hamlet. Voilà, bravo. J'espère que ça va tenir. OK. Petit rodage avant la mise en piste. Je voulais commencer par une citation de Hamlet que j'avais rencontrée, pas Hamlet, mais la citation il y a un certain temps et qui m'est revenue en mémoire lorsque je parle des coqs d'église ou qu'il faut parler d'un coq d'église. Shakespeare dit au départ, enfin prête à un de ses personnages au départ, toute une histoire qui tourne autour d'une apparition, qui tourne autour d'un spectre. Plus fort? Oui? Alors, je vais continuer. Bon. Et donc, il parle d'un spectre qui est apparu à deux acteurs de cette pièce. Et à propos de ce spectre, il est dit, je vais le lire, voilà, ici, il est dit, « J'ai ouï dire que le coq qui est le clairon de l'aurore, avec son chant matinal et aigu, marque évidemment la différence entre le jour et la nuit, éveille le Dieu du jour, et qu'à ce bruit, qu'il soit dans la terre ou dans l'air, dans la mer ou dans le feu, les esprits errants et égarés regagnent en hâte leur retraite, et la preuve nous en est donnée par ce que nous venons de voir. » Donc ils ont vu un spectre. Et donc, ce qui est rappelé par ce passage de Hamlet, c'est que le coq, en soulignant, c'est en tout cas ce que lui dit, en soulignant la différence, le passage de la nuit au jour, montre que des esprits qui, évidemment, sont liés aux personnes qui sont normalement enterrées autour de l'église, puisque le cimetière est autour de l'église, ces esprits qui peuvent aller visiter dans leurs rêves ou dans leurs cauchemars ou même dans leur vie éveillée toutes les personnes qui vivent autour de cette église, ces esprits malfaisants d'une certaine manière, ou en tout cas que craignent les vivants, eh bien, ces esprits sont rapatriés dans le cimetière, dans l'enclos de l'église. Voilà, c'est une manière de voir ce coq comme rappelant, jouant un rôle d'être vivant par rapport à ce qui se vit autour de l'église. Je voulais commencer par une série d'images qui, normalement, doivent vous montrer le milieu dans lequel nous nous trouvons. Bon, pour le moment, on se trouve dans la vie d'aujourd'hui. J'essaye toujours de bien me régler par rapport au micro. On se trouve dans la ville. Et la ville de Mons, spécialement caractérisée, parce qu'il faut naître à l'intérieur des remparts ou à l'intérieur des boulevards, ou vivre ou naître à l'extérieur de ces remparts. Donc ça, c'est la ville, je veux dire, historique. Et quand on regarde les plans anciens,
on se rend bien compte que les remparts jouent un rôle essentiel dans cette ville. Bien, ici, à Messine, on est évidemment dans la ville. Et je vais vous montrer que bon, les choses n'ont pas toujours été parfaitement pareilles. Alors, dans la ville, et où dans la ville en particulier, et je vous montre là-bas la plus ancienne carte que l'on possède de la ville de Mons, qui est une carte complète, qui montre la ville vers 1550, donc au milieu du XVIe siècle, et cette ville forme une sorte d'amande, comme ça, ou d'une sorte de grand fruit, et cette ville se distribue en plusieurs zones. Et notamment, elle est installée au milieu d'une zone qui est une zone qui est représentée ici sur cette carte, la carte de Deventer, 1550, elle est représentée par toutes ces zones vertes qui se trouvent tout autour. Alors ces zones vertes tout autour, ce sont les zones de plaine alluviale. Comme vous le savez, on n'est pas loin de la Trouille, on n'est pas loin non plus de l'affluent de la Trouille avec la Haine, et ce secteur de la ville de Mons s'oppose, ou en tout cas se distingue du Mons, puisque Mons, le mont, c'est ce qui caractérise le mieux ce site et ce qui caractérise la ville, c'est le fait que c'est une colline, avec son château, sa collégiale, etc. Donc c'est un ensemble qui a son uniformité. Et à proximité immédiate de cet ensemble, et c'est ça qui va un petit peu expliquer toute la suite de l'exposé, vous avez des zones basses, des zones qui se trouvent à peine 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui sont des zones de prés, qui sont, si on veut le voir autrement, des zones de marais, qui sont des zones peu habitées. Et la preuve en est, c'est que lorsque vous regardez, il y aura d'autres photos que je vous montrerai, lorsque vous regardez ce plan très exact, on peut suivre les rues telles qu'elles sont encore aujourd'hui. Je peux pas me déplacer parce que, bon, voilà, je suis un peu loin maintenant, puisque je n'ai pas le micro, mais vous voyez que toute la partie sud de la ville, je me positionne, toute la partie sud de la ville est dans le même vert que tous les terrains qui sont aux environs. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que l'environnement dans lequel nous nous trouvons, que je pourrais montrer par d'autres images, cet environnement, je pourrais aussi me servir de la flèche finalement, cet environnement est un environnement de basse plaine qui s'oppose tout à fait à la dimension de mont, de la ville qui est un mont. Voilà. Alors, une autre image qui est plus tardive, qui date de la fin du XVIIIe siècle, où on distingue encore très très bien cette sorte de presqu'île par rapport à des collines qui se trouvent vers le sud, ou le Bois-la-Haut, etc., le mont Panisel. Mons apparaît un petit peu comme une presqu'île au milieu de zones de marécage, de marais, de grands prés, de zones inondées, de zones dans lesquelles il y a des fossés, des zones dans lesquelles se trouvent encore aujourd'hui, lorsqu'on va vers Jemappes ou lorsqu'on va vers Saint-Guilain ou au-delà, jusque Condé, eh bien, sont des zones en fonctionnant sur base de prairies et avec une économie qui est plutôt une économie d'élevage qu'une économie d'agriculture. Des zones peu favorables à l'agriculture proprement dite, c'est-à-dire à la culture des champs. Donc vous avez là une caractéristique. Et sur cette carte, vous voyez bien aussi, il y a une partie rouge dans l'intramuros, à l'intérieur des remparts de la ville. Cette partie rouge, ce sont évidemment, ça rappelle les maisons, ça rappelle l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des rues, etc. Et vous avez cette couronne qui se trouve vers le bas, et couronne qui est une couronne verte, ce qui veut dire qu'il y a, notamment au XVIIIe siècle, un très grand nombre de jardins. Les Montois de l'époque, les Montois du XVIIIe siècle, lorsque ils ont les moyens, se paient des parcelles de jardins entre quelque part le quartier Rachaud, c'est-à-dire plus ou moins l'endroit où il est indiqué le mot Mons, et d'un autre côté, grosso modo, le secteur de la gare. Et donc, il y a cette couronne de verdure qui est une couronne de jardin parce qu'on est dans une plaine alluviale. On est aussi dans une zone de pré, il y a des exemples qui le montrent. Cette zone de pré est notamment exprimée, expliquée par un lieu-dit aussi commun et aussi fréquent que le mot de Quentin-Pré. Vous savez que le béguinage de Mons
ben, il est établi en Quentin-Pré, et Quentin-Pré, ça signifie le pré de Quentin. Je ne sais pas si c'est moi qui fais ce bruit de choc, mais enfin bon. C'est le pré de Quentin, donc ça montre bien le type de zone dans laquelle on se trouve ici. Voilà, alors pour bien expliquer cette situation, pour bien la voir et bien la comprendre, bon, ben, il suffit déjà de voir la rue de Berthémont et on se rend bien compte qu'on est sur une rue tout à fait horizontale, hein, il n'y a pas de relief, et on sait que d'un côté, lorsqu'on va vers la rue de la Chaussée et lorsqu'on va vers la Grand Rue, ben, ça va monter à partir d'un point bien précis qui est justement le point où passait la trouille qui était vraiment au pied de cette rue qui montait dans la ville proprement dite, et puis de l'autre côté, vous sortez et vous allez vers l'avenue Général de Gaulle, et à partir d'un certain endroit, cette rue monte et va vers justement l'ancien point de Berthémont. Alors, ce que vous voyez sur la carte qui est là, malheureusement, je ne peux pas me déplacer, mais ce que vous voyez sur la carte, c'est donc au centre, bien sûr, la carte n'est pas orientée, hein, le nord se trouve à droite. Ce que vous voyez sur la carte, c'est donc le mont, hein, représenté par différents types de reliefs. Un relief qui est plus fort du côté de la gare, au-dessus du plan, et moins fort de l'autre côté de la rue d'Avray. Vous avez une rue de Nimy, qui est la route qui conduit vers Nimy, qui se trouve dans ce cas-ci vers la droite, et qui conduit vers une traversée de la Trouille à Nimy proprement dit. Et de l'autre côté, vous avez de nouveau des reliefs qui sont représentés justement par des lignes parallèles qui montrent un peu comme le relief se trouve. Et vous avez une autre voie qui sort, elle, vers la gauche. Cette voie qui traverse le rempart, enfin la ligne pointillée qui représente le rempart, cette voie qui traverse la plaine alluviale et qui ensuite monte vers un point où, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, où il est indiqué le chiffre 9, qui est l'endroit de Berthémont proprement dit. Et tout le reste, donc là vous voyez bien cet aspect de presqu'île ou d'îlot isolé au milieu de la plaine alluviale et au milieu de la dépression de Mons. Vous avez vraiment la colline. On imagine bien que dès le Moyen-Âge, et même plus tôt, comme je vais vous l'expliquer tout de suite, dès le Moyen-Âge, c'est vers cette colline bien isolée par les fossés tout autour, pas par les fossés, mais par les prés, bien protégé par la Trouille et d'une certaine manière aussi bien protégé par la Haine, c'est vers ce point-là que les habitants vont se concentrer. C'est là qu'on voit s'installer l'oratoire de Sainte-Vaudrue, c'est là qu'on verra s'installer le comte de Hainaut, et cette colline va s'urbaniser. Par contre, ce qui ne va pas s'urbaniser, c'est la zone qui se trouve tout autour de la ville pratiquement, qui est représentée ici jusqu'aux zones assurées, donc les versants de la vallée d'une certaine manière, et vous avez là la partie des grands prés ou de tous les prés qui étaient autour, et qui sont encore pour une bonne partie autour de la ville. Ça, c'est pour vous donner une idée du relief. Alors, ce relief va permettre, ça c'est une copie, une transcription d'une certaine manière d'un plan qui date du XVIIe siècle, qui montre la ville avec ses différents systèmes de fortification. Là-dessus, je ne vais évidemment pas m'attarder. Et vous voyez que tout au sud, enfin dans la partie nord du plan, donc c'est l'ouest de la ville, vous avez des zones qui sont indiquées inondations. Pourquoi ces inondations? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ce sont des éléments de renforcement de la protection de la ville. Vous voyez que cette ville, c'est une couronne est entourée d'une couronne de remparts et de bastions et d'éléments fortifiés qui, d'après ce plan cible, ça représente pratiquement l'équivalent de la surface de la ville. Et tout autour, vous avez des bastions, des lignes de remparts, des deuxièmes lignes, etc. Et l'inondation crée une position encore plus forte pour la ville. Donc, ceci pour vous montrer la question, justement, de ce caractère très différent, d'une part de la colline et de ce qui est en contrebas de la colline. Inondation qui est illustrée par un élément que l'on rencontre à deux endroits ici à Mons, et dans le quartier de Messine tout particulièrement. Il y a cette pierre qui se trouve à la place du Béguinage, là où il y a le ministère de la région wallonne, et
dans l'entrée de ce ministère de la région wallonne, en bas, à droite, à gauche, pardon, vous avez une pierre sur laquelle il est indiqué souvenir, enfin, en cette année 1850, je n'ai pas le texte en tête, mais 1852, il y a eu une inondation formidable, et voilà quel était le niveau de l'eau à l'intérieur des bâtiments. Donc, quand on parle d'inondation et quand je parle de terrain très peu favorable à l'installation des populations, eh bien, on le voit notamment dans ce secteur qui notamment a été le secteur du béguinage. Vous avez une plaque exactement du même type à l'entrée de la bonne maison de Bousanton. Hein, donc, de la maison de Bousanton jusqu'à la place du béguinage, vous imaginez qu'il y avait une cinquantaine de centimètres d'eau qui inondait le bas de la ville. C'est la raison pour laquelle on a écarté la trouille de l'intramuros pour la déporter, toujours dans la plaine alluviale, mais plutôt vers l'avenue de Maubeuge, l'avenue Général de Gaulle, de manière à ce qu'elle ne crée plus d'inondation à l'intérieur de la ville. Alors, vous avez encore ici un élément de cadre, je vais me rapprocher petit à petit de l'objet de mon exposé. C'est un élément de cadre qui montre les plus anciennes traces d'installations humaines, mis à part les minières néolithiques de Spienne, j'en parle pas ici, je ne remonterai qu'à la période romane, et pour vous montrer un petit peu comment Mons s'est relié finalement avec, d'une certaine manière, le monde extérieur. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? C'est toujours la carte de Ferraris, 1770. Pourquoi je prends celle-là? Parce qu'elle illustre bien, elle permet d'illustrer la genèse des voiries les plus importantes. Et ce que je voulais surtout indiquer sur cette carte, c'est, peut-être que si je vous la montre, mais là c'est un peu loin pour moi, si je vous la montre avec... Non, ça n'ira pas. Donc, vous pouvez distinguer dans la partie, dans le coin inférieur droit, vous pouvez distinguer, passant par Ciply et arrivant à Mévin, vous pouvez voir, il y a là un axe parfaitement droit, parfaitement rectiligne, qui va vers le Bois-la-Haut, qui va vers cette colline qui ne domine pas Mons, mais qui est quand même un bon voisinage par rapport à la ville, et c'est la chaussée romaine. C'est une chaussée romaine. Ce qui est caractéristique, c'est que cette chaussée romaine ne vise pas la ville. Elle ne vise pas la colline, elle ne vise pas l'endroit où était le château, elle ne vise pas l'endroit où était le beffroi. Donc, on peut imaginer, on peut penser, et d'ailleurs l'archéologie le montre, que lorsqu'on a tracé la chaussée romaine, il n'y avait pas d'intérêt à passer par la colline de Mons. Alors, ce que ce plan montre, c'est que, avec le temps, et notamment à partir du moment où 11e, enfin 9e, 10e, mais surtout 11e, 12e siècle, la ville se crée et la ville se développe, à partir de ce moment-là, il y a un détournement qui se fait de la chaussée romaine, ou une bretelle qui se détache de la chaussée romaine et qui, soit de Genlis, soit de Ciply, et Ciply, c'est par le biais de ce qui va devenir la chaussée de Maubeuge, mais qui est initialement la chaussée qui va de la porte de Berthémont au lieu dit Favart, la Favarque ou la Favart à Ciply. Donc, ce qu'on voit, je suis trop loin du plan, mais ce que l'on voit, c'est que, vous le dessinez par des gestes, c'est que lorsqu'on crée la chaussée romaine, qui est toujours rectiligne, c'est d'ailleurs assez curieux, parce que cette chaussée romaine, lorsqu'elle a atteint la Trouille, aujourd'hui elle s'arrête, et on ne la retrouve que de l'autre côté de Mons, à Nimy. Hein, quand vous prenez la chaussée date, eh bien, il y a directement la chaussée romaine qui est la suite et qui va par après. Donc, cette chaussée romaine ignore Mons, ignore la colline, hein, n'a pas de lien avec la colline. Par contre, à partir du Moyen-Âge, on a deux routes. Je suis désolé, hein, mais je ne sais pas ce qui se passe. Il y a deux routes qui se détachent de cette chaussée romaine, comme c'est le cas en beaucoup d'autres endroits. Hein, à Binge, c'est exactement la même chose. Et chaque fois qu'il y a une chaussée romaine qui passe à côté de ce qui va devenir une ville au Moyen-Âge, cette chaussée romaine est abandonnée et elle est abandonnée spécialement à l'approche de la ville, puisque les gens, plutôt que de continuer tout droit là où ça ne conduit à rien, sinon à la Trouille et peut-être à un pont disparu, eh bien, cette chaussée va
connaître des déviations, mais c'est une déviation qui conduit en ville. Lorsque vous êtes à Genlis, la chaussée, il y a une sorte de, pas de doigt, mais une fourche qui se dessine. Si vous continuez tout droit, ben vous arrivez à Ciply, vous arrivez à Mévin, et puis finalement, vous n'arrivez nulle part. Sauf à la Trouille, par un petit sentier, et puis ça s'évanouit là-bas. Par contre, si vous prenez le chemin qui est plutôt audoyant, ça, la chaussée romane est à droite, et à gauche, vous avez un chemin qui, lui, va vous conduire directement dans le secteur de Berthémont, et puis descendre de Berthémont vers la porte de Berthémont et la rue de Berthémont. Donc ça veut dire que lorsque la suite ou après dans des siècles qui ont suivi, et notamment au Moyen-Âge, on abandonne l'ancien itinéraire qui ne conduit nulle part et on prend une déviation qui prend un nouvel itinéraire et qui, lui, va vers la ville. On a une confirmation de ce phénomène-là à partir du XIVe siècle, quand on crée ce qu'on appelle la chaussée de la Favarte ou de la Favarche, c'est-à-dire que là, on part de Ciply, et de Ciply, on a cette route qu'on suit aujourd'hui et qui est la chaussée de Maubeuge. Ben, cette route va vers la ville, elle est vraiment orientée vers la ville, elle est vraiment destinée à la ville. Et ce qui m'importe beaucoup ici, c'est que cette route, qui est une dérivation, une déviation par rapport à la vieille chaussée romane, cette route crée un des deux, et même deux des trois axes qui se polarisent autour de la ville et autour de la place de Mons. Je pense que j'ai trouvé le meilleur endroit pour parler, donc là, je n'ai plus de bruit parasite, me semble-t-il. Et donc, à cet endroit-là, si vous voulez, la rue de Berthémont, la rue de la Chaussée, la Grande Place, petite dérivation là-bas, mais je ne vais pas en parler maintenant, et la rue de Nimy vont créer un itinéraire alternatif par rapport à l'itinéraire premier qui était chaussée romane, pied du Mont Palisol et du Bois là-haut, et puis on s'en va par la rue Franche rejoindre la chaussée qui se dirige vers As et, dit-on, Utrecht, mais là il n'y a pas de garantie par rapport à ça. Donc voilà le point fondateur, visible en tout cas, de ce paysage qui commence par Berthémont d'une certaine manière et par notre rue de Berthémont et l'axe rue de Berthémont, avenue Général de Gaulle et la suite par rapport à ce qu'on appelle le chemin de Bavet qui passe à proximité donc, du Mont Méribu et qui se dirige quant à lui vers Genlis. Voilà, alors, ce que cette carte montre, toujours Ferraris, avec une vue un peu plus détaillée, c'est la manière dont cet ensemble va occuper ce fond de vallée. Vous revoyez les zones d'herbe et les zones de pré, hein, c'est tout ce qui est autour. Vous voyez qu'il y a des éléments défensifs qui sont créés déjà à partir du XIIIe siècle, mais surtout se renforcent continuellement au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, même en plein XIXe siècle. Ces éléments défensifs qui sont en eau, donc qui sont inondés. Pourquoi? De nouveau, parce qu'on est dans la plaine alluviale. Et vous voyez là une coupure très nette entre l'extérieur et l'intérieur de la ville. Vous avez les zones vertes. Je pense que vous les distinguez bien sur le plan. Vous avez cette zone verte dans l'intramuros, ce sont des jardins. Si vous voulez, les Montois qui ont des maisons qui n'ont pas des parcelles immenses à l'intérieur de la ville, au contraire, sont plutôt des cours, des clausures et entreprésures, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire plutôt des cours où on travaille ou des cours où on entrepose un peu toutes sortes. Mais les Montois, avant le XVe siècle, n'ont pas de jardin à proprement parler. Les jardins, les cultures se font dans l'extramuros et notamment dans les quartiers des forts-boutiers. Donc les jardins sont normalement à l'extérieur. Mais certains Montois ont des jardins à l'intérieur, de grands espaces. Et finalement, ça crée une grande zone d'espace vert dans cette partie qui est comprise entre la Trouille et le rempart. Alors sur cette carte-là, vous voyez se dessiner les limites, certaines limites en tout cas, de ce qu'on a appelé à un certain moment la paroisse de Messine, et qui est délimitée vers le nord, donc vers le dessus du plan, par une ligne. Donc grosso modo, cette ligne suit la limite entre la zone rouge et la zone verte, c'est la Trouille.
Donc la Trouille qui suit le pied du versant de la colline, et d'ailleurs quand vous suivez l'ancien axe de la Trouille, vous prenez par exemple la rue de Dinan ou toutes les rues qui sont parallèles à celle-là, eh bien directement ce sont des rues qui vont grimper, la rue des Sœurs Grises, etc. C'est toutes des rues qui grimpent directement. Donc la Trouille n'est pas au milieu de la plaine alluviale, la Trouille se trouve vraiment au pied du versant de la colline de Mons. Et toute cette zone-là est une zone, donc je vous disais, occupée par des jardins. Ça, c'est la limite nord, c'est la Trouille. La limite sud, c'est le rempart. Rempart, ligne tout à fait artificielle de création humaine, mais qui va déterminer un écosystème très très particulier. Écosystème également du vivant et de la présence humaine, évidemment, dans cette zone-là. Qu'est-ce qu'on peut dire en fonction des informations que l'on a sur l'évolution du quartier? C'est que un des éléments saillants dans cette occupation de l'espace, ça va être cette barre rouge que vous voyez, plutôt sur le côté droit, cette barre rouge qui correspond à la rue de Berthémont. Donc dans cette zone de jardin, dans cette zone de grandes propriétés, je vais revenir tout de suite sur les grandes propriétés, dans cette zone de jardin, il y a une rue importante, je viens de vous le dire, c'est une des 3 rues principales de la ville, des 3 axes conduisant à une porte, conduisant à des bastions à l'extérieur, coïncidant avec des grosses installations, avec des lieux d'accueil d'hospices, etc., qui se trouvent dans ce secteur-là, et qui conduit directement dans le centre-ville. Ça, c'est une partie de l'occupation de cet espace. Et puis, de part et d'autre, vous voyez que les zones vertes dominent largement par rapport aux constructions. Qu'est-ce qui va se passer dans ces zones-là? Comme ce sont des zones intégrées dans les remparts en 1295, non encore urbanisées à ce moment-là, et que l'urbanisation de la ville de Mons diminue, la force d'urbanisation de la ville de Mons diminue à partir du XIIIe siècle. Grosso modo, la ville reste dans ses murs et confortablement dans ses murs. Déjà, à partir du XIIIe siècle, on va voir ces espaces-là concédés à toute une série de fondations, toute une série de maisons. Alors, vous les connaissez, je vous les énumère. Ces fondations, ces créations, c'est d'abord le Val des Écoliers. C'est un couvent. C'est une communauté monastique, communauté qui a ses murs, son enceinte, ses jardins, etc. C'est un premier élément. Deuxième élément qu'on va voir apparaître, c'est et d'autres éléments qu'on va voir apparaître dans le quartier, je les énumère. À côté du Val des Écoliers, vous avez le couvent des Capucines. C'est aussi un grand terrain qui est donné à une communauté religieuse pour s'installer à l'aise dans des prairies, dans des zones qui ne sont pas encore fortement urbanisées. À côté de ça, vous avez l'ancien hôpital militaire, juste à côté des Capucins, qui, lui aussi, profite du grand espace qui lui est donné. En allant encore un petit peu plus loin, vous arrivez à la bonne maison de Bousanton, et vous voyez jusqu'où va cette bonne maison de Bousanton. Elle est en bordure de Trouille, mais de ce côté-ci de la Trouille, donc du côté quartier de Messine, et en face vraiment des rues qui montent vers le haut de la ville. Et ces quartiers de la bonne maison de Bousanton se prolongent par les maisons de l'hospice Glépin, qui vont jusqu'à la place Nervienne et jusqu'aux éléments de fortification. Si on continue encore un petit peu dans le même quartier, il y a le couvent des Sœurs Noires. Donc les Sœurs Noires qui, initialement, et je parlerai tout de suite du béguinage, elles viennent du béguinage et elles ont dû quitter le béguinage qui était du côté de la place du béguinage, évidemment, et spécialement du côté de la place Nervienne, ont dû quitter ce secteur-là parce que les chanoinés ont dit « vous ne pouvez pas vivre en congrégation selon la règle de Saint-Augustin si vous restez dans notre béguinage. Et donc, il faut quitter les lieux et il faut aller vous installer ailleurs. » Et les Sœurs Noires vont bénéficier du fait que les chanoinesses ont moins d'autorité dans l'au-delà de la Trouille, donc elles sont sur la rive droite de la Trouille, et sur la rive gauche de la Trouille, elles ont moins d'autorité. Et donc les Sœurs Noires trouvent un compromis et s'installent en dehors du gros de la ville, de la masse
de construction et de structure de la ville et vont aller là s'occuper notamment à certains moments de soigner les malades, éventuellement d'enseigner, etc. Je reviens à la notion du béguinage. Le quartier de Messine, c'est aussi le quartier du béguinage. Qu'est-ce que c'est qu'un béguinage? C'est d'abord une institution médiévale qui indique une solution, un scénario qui répond à toute une série de besoins à l'intérieur de la ville. Et le premier besoin, c'est celui des pauvres veuves, ou pas nécessairement pauvres, mais des veuves, ou des femmes isolées. Et toutes les villes médiévales, beaucoup de villes médiévales en tout cas, inventent un système d'un enclos, d'une zone bien protégée, avec des murs, comme une petite ville à l'intérieur de la ville. Vous avez eu l'occasion certainement de visiter l'un ou l'autre béguinage, notamment celui de Courtrai ou celui de Leuven. Je pourrais dire Courtrai et Leuven. Et ces béguinages, à quoi servent-ils? Mon patron de thèse disait à loger, à héberger, à accueillir les femmes excédentaires. Femmes excédentaires, ça veut dire que dans la société médiévale, comme dans la nôtre, du fait notamment d'une plus grande longévité, mais aussi à cette époque-là, au Moyen-Âge, des hommes qui mourent à la guerre, etc., et pour toutes sortes d'autres raisons, eh bien, ces femmes sont seules, sont âgées, souvent, et la ville encourage, la ville de Mons, la municipalité encourage la création de cette structure qui permet à ces femmes de vivre de manière sécurisée en profitant de petites maisons communautaires. Elles sont à 3, 4, 5 dans une maison, peut-être un peu plus, et notamment il y a les pauvres sœurs qui sont dans une de ces maisons et qui n'ont pas prêté, qui n'ont prêté aucun vœu au niveau religieux. Simplement, elles vivent religieusement dans un quartier qui leur appartient et avec un mode de vie qui leur permet évidemment de garder cette sécurité. Et donc, dans ce quartier, vivent ces femmes qui vivent soit en communauté, soit en petite maison, mais évidemment en bénéficiant de fondations, parce qu'au point de départ, des personnes généreuses ont dit, eh bien, pour que ces femmes puissent être accueillies, on va créer une maison, construire une maison, un petit couvent, comme ventus, comme on disait au Moyen-Âge, et dans ce petit couvent, on crée les revenus pour que plusieurs femmes âgées puissent vivre calmement la fin de leur jour, sans dépendre de personne, sauf à se soutenir les unes les autres. Un petit peu comme certains services ou certaines unités peut-être de maisons de repos et de soins d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est une solution qui est trouvée dans la ville médiévale et qui subsiste jusqu'au XVIIIe siècle et dans certaines localités jusqu'à ces dernières années, puisque j'ai encore eu l'occasion de rencontrer quelques béguines, notamment à Tirlemont et notamment à Sint-Amansberg près de Gand. Donc c'est une solution pour la vie en ville. Donc ça sécurise cette partie de la population qui, sans cela, serait soumise à toutes sortes de risques et de menaces. Ça, c'est de nouveau population fragile ou population qui risque de subir des dommages et qui se retrouve dans le même quartier. Je vous ai parlé de la Bonne Maison de Bousanton, je vous ai parlé des Sœurs Noires, on pourrait dire la même chose de l'hospice des Chartriers. Chartrier, quand on ne connaît pas, on dit, on ne dit pas Chartrier, on dit Chartier, ça n'a rien à voir. Les Chartriers, ce sont les gens qui vivent en Chartres. Alors qu'est-ce que ça veut dire en Chartres? Et il y a le mot latin qui correspond à en Chartres, qui est incarcéré, dans une prison. Et quelle est cette prison? Ce n'est pas l'hospice, j'utilise le mot puisque c'est comme ça qu'il était utilisé au XIXe, mais c'est leur propre corps. Ils sont prisonniers, incarcérés dans leur propre corps parce que handicapés, parce que n'étant physiquement pas capables de subvenir à leurs besoins, etc. Et c'est ça l'hospice des Chartriers. Et puis, aujourd'hui, on pourrait encore, dans le même quartier, citer la maison Saint-Paul, d'apparition évidemment beaucoup plus récente. Donc, parce qu'il y a de la place, parce qu'il y a la générosité de la population, parce qu'il y a des communautés religieuses qui cherchent à s'installer,
on a un quartier comme ça qui se développe dans une partie de la ville avec une densité de maisons religieuses et une densité de lieux d'accueil qui n'a absolument rien à voir, qui est beaucoup plus importante que dans tout le reste de la ville. C'est un élément qui caractérise. Donc, si vous voulez, je résume ce que je viens de dire jusque maintenant. D'une part, un terrain pas très favorable à l'installation humaine, et puis ce terrain-là parcouru par une route, la rue de Berthémont, et puis ce terrain, quand on crée le rempart, se prête à la création de jardins et de grands espaces non mis en culture, enfin mis en culture mais sous forme de prés, Quentin-pré, et des espaces qui ne sont pas bâtis. Et puis, à partir du XIIIe siècle et jusqu'au XVIIe et même jusqu'au XVIIe siècle, on voit s'installer des institutions qui sont des institutions qui ont une fonction bien précise dans cette partie de la ville, et fonction qui est surtout en rapport avec le service aux personnes et l'accueil des personnes, personnes handicapées, personnes isolées, personnes malades, etc. C'est vraiment un élément qui caractérise ce quartier de la ville et qui se marque dans son paysage. Et donc avec effectivement des grandes installations et des grands bâtiments. J'ai oublié, enfin je ne l'ai pas oublié, mais je le cite encore, c'est aussi l'endroit où va s'installer un couvent de dominicains. Alors, comme vous savez, les dominicains, tout comme les franciscains, à partir du XIIIe siècle, ce sont des ordres dits mendiants. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas sur de grands revenus, ils ne vivent pas à partir d'un gros patrimoine comme les abbayes cisterciennes ou les abbayes bénédictines qui existaient précédemment, qui avaient été fondées précédemment, mais ce sont des gens qui ont fait vœu ce sont des religieux qui ont fait vœu de pauvreté et qui sont aussi qualifiés d'ordre prêcheur. Bon, on les voit apparaître dans le sud de l'Europe, mais ils se diffusent très très vite par ailleurs. Et lorsqu'on voit arriver des dominicains quelque part, ce sont des groupes qui sont là pour évangéliser, ou christianiser en tout cas, puisque l'évangélisation elle date d'il y a longtemps, mais la christianisation elle n'est pas encore complètement terminée, et ils christianisent les populations défavorisées, notamment par l'intermédiaire des sermons, par l'intermédiaire des prêches, par l'intermédiaire d'une éducation qui ne se fait évidemment pas par le livre, mais qui se fait par le biais de la parole. Et donc là, le couvent, ici, on est dans, non pas une ancienne église paroissiale, non pas l'ancienne église paroissiale, mais ça c'est ce que François de Vrient vous expliquera, l'ancienne église paroissiale qui se trouvait juste au bord du rempart intramuros, ni évidemment, ce que je vais vous expliquer un peu par après, la première église paroissiale qui, elle, se trouvait en Berthémont. Et quand on dit ici, ce n'est pas Berthémont, ce n'est pas une montagne. Berthémont, c'est en haut de l'avenue Général de Gaulle. Et ça, on le verra. Et donc, on a là un milieu, un microcosme différent de la ville. Ce n'est pas une extension de la ville, ce n'est pas la ville qui s'étend progressivement dans les mêmes formes que ce qu'elle avait précédemment. C'est la ville qui se double de toute une série de services. Les jardins en sont déjà un. Le couvent des Dominicains qui se trouve ici en est un autre. Le quartier Rachaud, dont je vous ai parlé déjà tantôt, est également un quartier d'une population nettement moins aisée. Il suffit de voir le type de population qui y vivait au XIXe siècle, dans des maisons qui faisaient 20 mètres carrés. On a là un ensemble de population qui est plutôt défavorisée. Je joindrai encore à cela, même si l'apparition est plus tardive, puisqu'elle ne date que du XIXe siècle, le couvent des Rédemptoristes, qui est à la rue de la Grande Triperie, qui est aussi une sorte d'ordre prêcheur, puisque vous savez comme moi que les Rédemptoristes, leur mission était de participer, de créer ce qu'on appelait des missions. Certains d'entre vous en ont certainement connu. Des missions, ça veut dire que des prédicateurs de choc, des prédicateurs spécialisés, des prédicateurs avec des images qu'ils véhiculaient et des moyens qu'ils mettaient en œuvre pour cette christianisation, qui se traduisaient justement par des missions. Non pas des missions en terre étrangère ou extra-européenne, mais des missions parfois dans des localités bien précises,
notamment des localités industrielles du Moyen-Âge où il s'agissait de reprendre en main ou de rechristianiser des populations ouvrières qui avaient éventuellement perdu une partie de leur contact avec le cadre chrétien traditionnel. Voilà, donc ça aussi dans ce quartier-ci, et c'est aussi en proximité. Cette église des Rédemptoristes, notamment illustrée parce qu'elle est devenue l'église des soldats. Hein, c'est-à-dire que les soldats qui étaient notamment à la caserne construite au début du XIXe siècle, qui est la caserne Guillaume, donc 1815-1830, ou la caserne Major Sab, c'est encore un des éléments de vocation avec l'hôpital militaire dont je vous ai parlé tantôt, qui caractérise le quartier. Et lorsqu'il y a des cérémonies religieuses, il n'y a pas de chapelle dans la caserne Guillaume, mais il y a le couvent des Rédemptoristes qui accueille pour toutes les cérémonies ces militaires qui sont à deux pas de là. Donc on est, vous voyez, toute une série d'éléments qui jouent. Voilà, bon, cette image vous illustre la même chose, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Simplement vous indiquer que tous les points rouges que vous voyez dans le bas, donc je pense que vous voyez un petit peu mieux à partir un peu au-dessus du M de Mons, où il est indiqué le chiffre paroissial de 84 et à peu près à la même hauteur de l'autre côté où il y a un bastion. Vous voyez les méandres de la Trouille qui en plus permet d'actionner au moins 2 moulins, trois moulins, puisqu'il y a les moulins jumeaux d'un côté au marché aux Boissons et le moulin du Pont à Trouille de l'autre côté qui est parfaitement dans l'axe ici de la rue de Berthémont. Et vous avez tous ces points rouges qui indiquent des édifices, des bâtiments importants, en général de fondation. Comparez ça avec le côté rue d'Avray, où tout le côté droit de la ville, vous vous rendez compte qu'on a une densité particulière, densité importante de fondations, de créations, de monastères, de couvents, avec des religieux, avec des femmes pratiquant une vie religieuse, mais n'appartenant pas nécessairement à un ordre religieux. Voilà, alors, ici, bon, j'aborde, je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là puisque j'en ai déjà parlé. Donc, ceci, c'est l'axe tout à fait en haut du plan. Vous avez, Ferraris encore, vous avez les derniers bastions de la ville de Mons, à la sortie de la ville, à la sortie des boulevards, à la sortie de la place des Chasseurs, et vous avez un peu plus bas un noyau d'habitat qui est indiqué comme faubourg de Berthémont. Et donc, pourquoi est-ce que j'aborde cette dimension-là? Pour dire que Berthémont n'est pas en Berthémont. Enfin, je m'explique. Dire rue de Berthémont, on a l'impression qu'on identifie le quartier. Non. Berthémont, c'est à l'horizon. Et je vais vous détailler un petit peu pourquoi on peut dire que Berthémont est à l'horizon. En fait, Berthémont, c'est une sorte de village tardif, avorté, pour des raisons que je vais vous expliquer, par rapport, et donc la paroisse de Berthémont, fondée à partir du XIIIe siècle, cette paroisse de Berthémont a pour centre une église que je vais vous montrer, qui se trouve en haut de l'avenue Général de Gaulle. Et donc vous voyez cet axe qui se dessine bien sur ce plan-là, entre d'une part la sortie de la ville, les bastions et les structures, la porte qui encadre la porte fortifiée. Une porte, c'est évidemment toujours un endroit un peu invasif, un peu risqué pour la population, puisque c'est par là que l'ennemi peut s'introduire. Cette route, c'est ce que je vous expliquais tantôt, c'est-à-dire cette liaison entre la chaussée romaine qui conduit plus nulle part et la ville à partir de Ciply. Vous voyez un petit peu les caractères de Ciply au fond et Mévin de l'autre côté. Voilà, le faubourg de Berthémont, je concentre le regard là-dessus et je vais passer un peu de temps à vous expliquer la situation de ce faubourg de Berthémont. Alors, vous avez la chaussée de Maubeuge, vous avez cette route qui est encadrée à partir du XVIIIe siècle et déjà à partir de la fin du Moyen-Âge par toute une série de maisons, par des moulins, parce qu'on est sur la hauteur, par des sens, etc. Et il y a là cet endroit particulier qui est appelé faubourg.
Non pas faubourg de nouveau comme une extension de la ville, mais faubourg comme une réalité à part entière. Voilà un peu la distance entre le rempart, la porte de la ville. Un détail éventuellement à souligner par rapport à ça, tout à fait en haut, la partie rouge, c'est la rue de Berthémont. Et puis vous avez des traces de l'ancien rempart, avec des arbres qui sont plantés dessus. Et puis vous avez différents fossés remplis d'eau. Et puis vous avez des bastions. Et vous voyez bien, je pense, sur le plan, de quelle manière on sort de la ville. On ne sort pas de la ville en droite ligne, mais on sort de la ville en faisant toute une série de détours. Victor Hugo en parle quand il vient à Mons et puis il raconte un petit peu ce qui s'est passé. Il est sorti par la porte de Nimy et il dit il y a bien un quart d'heure à passer, rien que pour sortir de la rue de la ville, du bout de la rue de Nimy et se retrouver dans la campagne. Pourquoi ? Parce que les passages sont très étroits et puis il faut passer d'un bastion à l'autre et les routes qui existent à cet endroit-là sont créées justement pour être particulièrement faciles à défendre, ou plutôt faciles à défendre pour des gens qui petit à petit envahiraient la ville de ce côté-là. Donc, je vais presque dire archéologiquement parlant, mais pas rien qu'archéologiquement parlant, il est normal que la sortie de la ville du côté de Berthémont, donc du côté de Maubeuge, soit une sortie très, très sinueuse, très complexe, etc. Vous allez me dire, non, ça ne se voit pas. Je vous expliquerai tantôt ce qu'il en est par rapport à la rue du Versant, que vous connaissez probablement dans ce secteur-là. Et puis, une fois qu'on est sorti de la ville, vous avez la chaussée qui conduit au faubourg, et le faubourg, c'est un ensemble de maisons. On va voir un peu plus. Voilà. Donc, ici, c'est la même chose, mais on voit bien mieux ici l'écart entre la ville, sa petite lune, d'une certaine manière, de terrain, de verdure, etc., qui est dans le sud, et puis vous avez la traversée de la plaine alluviale où il n'y a rien du tout. On voit bien que la zone verte pourrait très bien être continuée depuis la Trouille et les moulins qui sont sur Yonne, et tout ce qui est du côté des Grands Prés. Et puis de là, on va du côté de Ciply. Même chose sur cette vue de la carte de Van der Malen, qui date de 1852, où vous voyez toujours le faubourg de Berthémont, et on est encore là en pleine campagne. Et donc vous voyez les reliefs ici qui sont marqués par rapport à ce secteur-là. Celle-ci est à l'envers, je vais la passer. Bon. Alors, cette vue, très intéressante, a été réalisée par un géomètre et un dessinateur du nom de Le Poivre. C'est un document qui montre, avec quelques années de retard, mais apparemment il s'est appuyé sur une documentation très bien établie, qui montre un siège de la ville de Mons. Alors vous avez la ville à l'horizon, vous avez, on pourrait distinguer Sainte-Vaudrue, on voit les clochers en tout cas de la ville. À l'avant-plan, de la ville, vous avez une ligne de tours, une ligne de murailles. Vous avez des tours tout au long. Voilà, je vais me remettre ici, c'est mieux. Vous avez toute une ligne de tours qui enserrent la ville. Vous avez également des bastions. Et puis, vous avez également des chemins très sinueux qui se trouvent en avant. Et évidemment, on est sur le versant de Berthémont, du côté du mont Éribu. Le mont Éribu, vous le voyez, c'est celui qui se trouve dans la gauche du plan. Là, il y a un secteur. Voilà, j'ai mis ma flèche dessus. Donc, de cette manière-là, j'espère, vous voyez le mont Éribu qui se trouve là-bas, avec, sur le mont Éribu, toute une série d'installations, et au pied aussi toute une série d'installations. Il y a des tentes, il y a des bataillons de soldats qui sont en train de se déplacer. Il y a également, là où il y a des lignes qui convergent vers la ville, toute une série de canons, d'alignements de canons qui donnent vers la ville.
Ça veut dire que le quartier de Berthémont est un quartier qui est directement sous les tirs. Donc systématiquement, ou presque systématiquement, lorsque la ville est assiégée, et elle l'a été plusieurs fois, lorsque la ville est assiégée, eh bien, on choisit ce secteur-là pour soit l'investir en prenant la porte de la ville, soit soumettre la population à dure épreuve, à longue épreuve, en bombardant nuit et jour. Et évidemment, on ne bombarde pas avec de simples boulets pris dans le tas, mais avec des boulets qui sont chauffés à blanc, qui sont en tout cas chauffés au rouge, et on expédie les boulets vers la ville. Le boulet, il détruit un bout de mur, ou il rentre dans une maison en perçant la toiture, mais là où il tombe sur de la paille, il tombe sur du bois, il tombe sur tout ce qu'il veut, et de cette manière-là, c'est l'incendie qui se déclare dans la ville. Avec des dégâts qui sont difficiles à estimer. On a dit que le siège de 1691 avait détruit une très grande partie de la ville, très grande partie des maisons. Beaucoup de maisons ont été touchées, mais on trouve quand même encore dans beaucoup de maisons des traces des architectures antérieures de ces maisons. Enfin bon, on a là quartier menacé, quartier qui nécessite aussi d'être fortifié de manière tout à fait particulière, et la porte de Berthémont était une porte comme celle de Nimy et comme celle d'Avray, mais peut-être encore plus que ces portes-là, parce que plus soumises à l'ennemi, des portes qui étaient particulièrement défendues et particulièrement équipées. Et évidemment, nous sommes toujours dans le même quartier lorsqu'on parle des casemates et lorsqu'on parle de la boulangerie militaire. Les casemates, c'est une caserne enterrée, enfin, pas enterrée, mais une caserne couverte d'une voûte formidable, et ce qui est caractéristique de la manière de se défendre au XVIIe et au XVIIIe siècle, elle n'est pas seulement couverte de voûtes, les voûtes, ça peut être menacé, mais tout ce qui doit être, tout ce qui est bâtiment important et qui doit être protégé au moment des bombardements, l'est par des accumulations d'argile et de terre. En lisant un ouvrage qui a été publié il n'y a pas tellement longtemps, je me rends compte que lorsque les maisons religieuses qui sont en ville veulent se protéger au moment des bombardements, elles font placer 1 mètre d'argile ou 1 mètre de terre sur leur voûte. Meilleur mode de protection, puisque le boulet il tombe dans cette terre et il ne s'incendie pas, il ne fait pas plus de dégâts. Les casemates, ou la boulangerie militaire, spécialement la boulangerie militaire qui est couverte, comme vous savez, d'un jardin, et les casemates ne sont plus couvertes de terre, mais l'étaient à l'origine, donc d'1 mètre de terre, c'est le mode de protection de cette structure-là. Et les casemates ne sont pas mises n'importe où dans la ville, mais elles sont mises à l'endroit où non seulement on peut caserner des soldats, où on peut installer des soldats, mais aussi un endroit à partir duquel on peut mettre des mortiers, donc des petits canons, qui expliquent les ouvertures que l'on a tout autour des casemates, et ces ouvertures qui permettent alors de bombarder et de se défendre. De la même manière que la partie supérieure des casemates peut être utilisée comme assiette éventuellement pour y mettre également des canons. Donc ce n'est pas n'importe où dans la ville. Mons n'a pas une citadelle. Vous savez que dans les grandes villes qui nécessitaient d'être protégées, il y avait des citadelles à Tournai, il y avait une citadelle, donc un espace particulier qui est la dernière protection de la garnison qui est à l'intérieur de la ville. Et donc à Mons, on n'a pas vraiment ça, mais on pourrait dire que les casemates, d'une certaine manière, jouent un peu le rôle de citadelle. C'est le point le plus fort de défense de la ville et le point le plus avancé à partir duquel on peut bombarder ou assaillir les assaillants eux-mêmes. Et donc voilà, c'est cette dimension militaire qui est encore caractérisée par ce monument militaire. Il y a du militaire, il y a du religieux, il y a beaucoup de bienfaisance, etc., même si le militaire n'est pas nécessairement bienfaisant, je suis d'accord avec vous. Alors, je me penche maintenant... ah oui, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà, sur le poivre. Et lorsqu'on regarde ce dessin de Le Poivre, on se rend compte qu'il dessine là, à cet endroit-là, donc je vais faire bouger ma flèche de manière à ce que vous voyez, juste dans la fourche que forme le chemin, et une fourche va déterminer un triangle, et un triangle, c'est un trieux.
Et c'est la rue du Trieux, on est dans le secteur de la rue du Trieux. Eh bien, il y a là une église. Cette église, c'est l'église de Berthémont. Et donc, c'est le cœur initial de la paroisse de Berthémont. Qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, elle ne mène pas une vie très facile, puisqu'elle est au milieu des ennemis et des assaillants. Donc, dès qu'il y a une ville, un siège qui est mis devant la ville de Mons, eh bien, cette chapelle, cette église, c'est évidemment ce qui risque le plus de souffrir de ce voisinage avec des soldats, avec des troupes qui passent, avec des armes, avec des canons, mais des canons qui ne sont pas seulement ceux des assiégeants, mais aussi les canons des assiégés. Et donc, finalement, il devient particulièrement inconfortable pour un chef-lieu de paroisse, pour une église paroissiale, de se trouver à cet endroit-là. Mais elle est bien représentée, c'est un document exceptionnel de ce point de vue-là, elle est bien représentée, et donc l'idée, elle est sur l'axe évidemment, hein, l'axe qui vient de la chaussée romaine, le fait qu'elle soit dédiée à Saint-Nicolas au point de départ peut avoir du sens, puisqu'il y a beaucoup d'églises encore qui sont érigées et qui sont consacrées dans le courant du XIIe siècle ou du XIIIe siècle, le petit village d'Henripont par exemple, Anguien n'est pas loin de là, où les églises sont dédiées à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, pourquoi? Parce qu'il est le patron des voyageurs. Comme vous le savez, hein, il se déplace, hein, notamment sur mer, etc. Et les voyageurs invoquent Saint-Nicolas pour leur protection. Et donc, on est sur un axe qui est l'axe du sud de la ville de Mons. Il y a l'axe du nord qui est Nimy, il y a l'axe de l'est, qui est la rue d'Avray, donc 3 axes, et il n'y a pas à proprement parler, sauf par la porte du parc, qui apparemment est tardive, et il n'y a pas à proprement parler d'axe vers l'ouest. Pourquoi? Parce que vers l'ouest, c'est les plaines inondables, la zone alluviale de la Trouille, et donc cette zone-là ne permet pas vraiment d'avoir une route qui s'éloigne de la ville et qui permet pour l'extérieur de rejoindre la ville. Donc cette route-là, qui passe par l'église de Berthémont, c'est une route essentielle. Et donc, ici, je n'affirme pas de manière péremptoire, je dis simplement, on a une route de grand passage, on a une route commerciale, on a une église apparue au XIIIe siècle, donc avant les remparts, avant qu'on ne construise les remparts, église qui crée une paroisse, évidemment, paroisse qui normalement doit avoir un cimetière, et on verra tantôt qu'il y en avait effectivement un qui était encore visible, dont les traces étaient encore visibles au XIXe siècle, et il y a un Christ de pitié à la rue du Trieux. Donc tous ces éléments-là vont bien dans l'idée de voir une église à cet endroit-là, église qui va être occupée jusqu'au moment où il deviendra impossible de vivre dans une zone de conflit telle que celle-là, et où cette église de Berthémont, mais là je laisserai à François de Vrind de prolonger cette histoire. Donc on a bien convenu que je montrais une facette, lui montre une autre, et donc il y a quand même ce destin particulier, cette origine particulière de la paroisse, qui est d'une certaine manière presque un village isolé de la ville de Mons, et isolé vraiment de la ville de Mons, puisque la Trouille marquait des limites de toute une série de points de vue, et qui va être avec le temps considérée comme paroisse de la ville de Mons, comme on va le voir dans quelques minutes. Alors, ça c'est une information donnée par le Poivre. Une autre information est celle qui est donnée par le plan de Deventer, donc 1550, qui non seulement montre la ville, mais montre le quartier de Berthémont. Alors, voilà le village de Berthémont. Le mont de Berthé, Bertin, bon, évidemment, bien souvent, dans ce cas-là, l'étymologie est difficile à reconstituer, mais en tout cas, on a un mont ne veut pas dire une montagne. En général, quand on a de la toponymie qui parle de mont, ça veut dire qu'il y a une montée, il y a une colline, il y a un relief marqué. Hein, ce n'est pas, faut pas imaginer le Mont Blanc ou le Mont Saint-Michel. C'est vraiment un endroit auquel on accède par une grande montée. C'est le plan incliné qui conduit d'une plaine alluviale, par exemple, vers un plateau. C'est très très fréquent, c'est une toponymie vraiment très très fréquente. Et donc vous avez là
dans la même chose que ce que nous avons déjà vu chez le poivre, nous avons une ligne qui vient du dessus de la carte, qui est la chaussée médiévale qui conduit vers la chaussée romaine. Vous avez en bas une fourche, hein, vous voyez, cette fourche qui va d'un côté vers Ciply et de l'autre côté vers Genlis, par le chemin de Bavay, et vous avez aussi tout un ensemble de maisons, tout un coron de maisons qui se trouve à cet endroit-là. On a bien une sorte de petit village. Et il ne faut pas s'étonner du fait, un village-rue d'une certaine manière, pas s'étonner du fait qu'on a là 30 ou 40 maisons. Est-ce que ça constitue un village? Oui, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de villages qui n'avaient pas beaucoup plus d'habitants à la fin du Moyen-Âge. Voilà, je continue. Voilà une autre vue qui était peut-être un petit peu plus nette. Hein. Tout ce qui est vert, c'est le fond de vallée, donc on est à la limite quand même du fond de vallée. Tout ce qui est plutôt dans les bruns, c'est des terres de culture. Et vous avez là l'église, juste à l'angle, hein, au creux de la fourche, et vous avez les maisons. On a vraiment tous les éléments caractéristiques d'une petite communauté villageoise, un peu comparable d'une certaine manière. On a cette communauté de Berthémont au sud de Mons, comme on aurait la communauté de Nimy au nord de Mons. Et de la même manière, Nimy et Couëme, d'une certaine manière, jouent le même rôle par rapport à Mons, puisque toujours les deux localités sous l'autorité du chapitre, village relevant du chapitre du point de vue religieux, bien sûr, et les paroisses, évidemment, ressortent de l'autorité du chapitre. Alors, bon, ça rapidement, simplement pour synthétiser ce que je vous ai dit tantôt, ça c'est la vue de Le Poivre, mais simplifiée par mes soins. Ce que vous voyez à l'horizon, c'est les clochers de la ville, les remparts, vous avez la porte défendue par un bastion, et puis vous avez des chemins qui vont un peu dans tous les sens, parce que ça correspond à des éléments de défense, et la route qui monte vers le faubourg de Berthémont. Vous avez l'église, vous avez un trieux, donc cet endroit qui parfois était utilisé soit pour mettre un cimetière, soit bien plus souvent pour rassembler les animaux qui le long de la journée, étaient conduits sur les fossés, dans les espaces où il y avait du végétal ou dans les prés pour manger, et qui étaient mis en clôture le soir, par exemple dans ce trieux-là. Vous avez le mont Éribus de l'autre côté. Je précise, voilà. Si on agrandit un petit peu la vue, hein, si on va un petit peu plus dans l'analyse de ce document, qui est un document exceptionnel, voilà. Ça me laisse encore 25 minutes. Voilà. Donc, je sais que je dois me contrôler par rapport à ça, et ceux qui me connaissent savent que je dois me contrôler par rapport à ça. Donc, voilà Berthémont dans sa vue la plus ancienne. Un clocher, une nef, peut-être une cure, ça on n'en sait rien, des maisons de part et d'autre, tout à fait l'image d'un petit village. Ce qui est intéressant aussi, c'est les clôtures, les endroits où les routes sont protégées par des barrières, des bailles, comme on disait à cette époque-là, et ce sont un peu des protections que l'on érigeait, notamment au XVIe, XVIIe siècle. Le XVIIe siècle est siècle de malheur, le siècle de guerre, il y a eu des guerres pratiquement tout le temps. Les villages, pour se défendre et pour empêcher notamment le surgissement de cavalerie, etc., édifiaient des bailles à l'entrée du village qui étaient fermés, hein, donc c'était des chemins, disons, où on décourageait le passage, et vous avez un exemple ici qui est un mode de protection par rapport au quartier en question. Alors, nous sommes dans le secteur de la rue du Trieux, je vais expliquer maintenant un petit peu, et donc faire l'histoire de Berthémont, faire l'histoire de la paroisse de Messine, qui se déroule pendant 3 ou 4 siècles ici, mais 3 siècles ici, mais qui se déroule avant, en dehors, dans l'extramuros d'une certaine manière. Eh bien, évidemment, cette histoire commence par la rue du Trieux. Vous connaissez probablement la rue du Trieux, c'est une chapelle, oui, dans laquelle on trouve un Christ au lien, un Christ au pied du calvaire, qui est un Christ souffrant, mais vraiment à la limite extrême de la souffrance, puisqu'il attend simplement d'être crucifié et qui va mourir sur la croix. Et pour les sensibilités, notamment à partir du XVIe siècle,
des sensibilités qui sont très exacerbées par rapport à la souffrance du Christ. Et il y a ces Christoliens qui sont aussi ce qu'on appelle dans certaines régions des bons dieux de Jamblou, des bons dieux de Giblou. Et il y a ça en général près des... Il y a un Christolien, par exemple, près de l'église de Saint-Nicolas-en-Avray. Hein, c'était la même chose, il y avait le même dispositif. Il y en a un ici, près de l'église de Berthémont, j'en connais à Braine-le-Comte, il y en a en différents endroits. Ce Christolien, c'est le Christ souffrant, donc, où il y a une compassion, c'est-à-dire une passion commune, une souffrance commune entre celui qui est représenté, le Christ, hein, au pied du calvaire, et d'un autre côté, les gens qui abordent, qui sont près du cimetière, qui viennent pour enterrer leurs morts, etc. Et il y a ce lien très très fort qui existe à ce niveau-là. Il y a deux voies de compassion dans les sensibilités à partir du XVIe ou du XVIIe siècle. C'est d'une part les bons dieux de Giblou, les bons dieux de pitié, les bons dieux, les Christ au calvaire, etc. Et d'un autre côté, les Notre-Dame du Refuge, par exemple, où la Vierge, avec les souffrances que lui apporte et les 7 douleurs de la Vierge, comme on les appelle, est aussi considérée comme celle qui va intercéder le plus facilement auprès de Dieu. Il n'y a pas de ça, ce n'est pas représenté ici, mais finalement, quelque part, Notre-Dame de Messine joue également ce rôle-là, puisque c'est une Vierge qui, par le biais de son fils, a connu, et du fait de la vie de son fils, a connu les 7 douleurs des différents moments les plus pénibles de son existence. Et donc, on peut comprendre que les populations défavorables... Je me suis approché un peu de trop. Là, vous avez bien entendu. Hein, ouais. Vous entendez quand même, oui, ça va. Oui, ça va. Et là-bas, au fond aussi. Donc, les populations se trouvant dans un état de besoin de secours ont évidemment l'Hospice Saint-Julien, ici en face, a évidemment la possibilité d'aller chez les Capucines, hein, où il y a Notre-Dame de Belle Dilection, a la possibilité de s'adresser aux Chartriers, etc., et a la possibilité supplémentaire de s'adresser à Notre-Dame de Messine. Donc il y a là un concours d'éléments qui encouragent une dévotion en face de prédicateurs. Il y a aussi des prédicateurs, c'est la parole, et il y a une dévotion qui passe par l'image. Donc, alors que dans des églises plus, entre guillemets, bourgeoises, avec des populations qui ont eu l'occasion de fréquenter l'école, qui sont plus cultivées, etc., et qui peuvent lire, qui peuvent imaginer, qui peuvent éventuellement participer à des représentations, à des évocations, etc. Mais là, on a l'image qui permet de retrouver, d'avoir un soutien, d'avoir une sorte de compassion qui vient du fait que la Vierge a vécu tous ces malheurs-là, ou toutes ces misères-là, ou toutes ces tristesses-là, de la même manière qu'un bon Dieu de Giblou. Et bon, il y a évidemment, mais ça, je pense que François vous en parlera, derrière la Vierge, à l'horizon, par la petite fenêtre qui est là, une histoire de brigands libérés, etc. Donc, lorsque on a besoin d'un secours et un soutien au niveau de la religion, on vient se présenter ici. Alors c'est l'occasion aussi de rappeler qu'au XVIIe siècle, je ne vais pas aller trop loin parce que François pourrait me dire hey, tu rentres sur mon terrain, mais au XVIIe siècle, justement, au moment où commence ce culte Notre-Dame de Messine, dans d'autres lieux, et je ne vais pas rentrer dans le culte de Notre-Dame de Messine, dans d'autres lieux, on voit que ce soit à Soigny, que ce soit à l'Aube, que ce soit à Binche, que ce soit à Braine-le-Comte, que ce soit à Notre-Dame de Foix, hein, que ce soit dans 50 lieux en Wallonie, c'est l'époque des nouveaux miracles. Et Notre-Dame de Belle Dilection joue également dans ce jeu-là. Nouveau miracle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu quelques décennies plus tôt ce qu'on appelle la réforme protestante. Donc les réformés, les luthériens, les calvinistes, etc.
Luthériens et calvinistes ont dit, nous, on ne croit, Dieu est le seul intervenant, Dieu est le seul qui peut nous aider. Et tous ces saints que vous priez parce que vous avez mal aux dents, Sainte Apolline, ou parce que vous avez des rhumatismes, ou parce que vous ne voyez plus clair, ou parce que vous n'entendez plus rien, etc. Tout ça, ce sont des avatars de Dieu, ce sont des choses... En plus, qu'est-ce que c'est, ces personnages qui font des miracles, au nom de quoi, au nom de qui? Et par rapport à cette période de la Réforme du XVe siècle, début du XVIe siècle, Concile de Trente, qui vient par le Concile de Trente, qui est là une réaction catholique, et qui va entraîner à ce moment-là ce qu'on appelle la contre-réforme. Aujourd'hui, on dit la réforme catholique, c'est-à-dire que le catholicisme se sentant mis en question dans tous ses comportements par rapport au divin, va dire « oui, mais non, ces personnages, ce ne sont pas eux qui font des miracles, ils ne sont jamais que les intercesseurs ». Il y a une belle histoire dans les miracles de Saint Vincent à Soigny, où il semble que Saint Vincent ne fait pas un miracle, c'est comme ça que c'est interprété par celui qui écrit le texte vers 1620, on est dans la même époque, où ce n'est pas Saint Vincent qui fait le miracle, mais il dit, par déférence par ma femme, Sainte Vaudru, je vais lui laisser faire le miracle. Et ce n'est pas elle non plus qui fait le miracle, parce qu'elle intervient comme l'avocate auprès de Dieu pour obtenir la grâce que l'on veut obtenir. Et donc, on a là une recherche, une attention toute particulière sur une nouvelle vague de miracles, les miracula, les miracles qu'on trouve dans l'hagiographie, dans les histoires des vies de saints. Ce sont des miracles qui remontent en général au Moyen-Âge, 11e, 12e, 13e siècle. Après, ça devient très rare. 14e, 15e siècle, il n'y a plus vraiment un genre littéraire du miracle. Et puis, tout d'un coup, au début du XVIIe siècle, on dit « mais nous, c'est le travail des bollandistes, on vous assure que ces miracles sont des vrais miracles, mais alors on va les analyser, notamment par le biais de médecins. » Et donc, ici, à Mons, auprès de Notre-Dame de Messine, comme à Soigny, comme à Braine-le-Comte, comme à Binche, comme partout où il y a un saint qui est vénéré depuis le Moyen-Âge, eh bien, il y a des récits qui vont être mis sur papier, des Notre-Dame de Bonsecours qui vont intervenir, et Bonsecours en particulier, où c'est une chapelle dans les champs qui va devenir la basilique que l'on connaît aujourd'hui. Voilà. Ceci pour illustrer l'image, pour accompagner l'image que je vous donne de cette chapelle. Il y a une autre image qui a été publiée et trouvée, montrée par André Farès, et donc c'est à lui que je l'emprunte. C'est bien cette même chapelle, avec à l'avant-plan des tombes. Donc, ce qui veut bien dire qu'on est là devant aussi un cimetière. Donc, église, quartier, cimetière, etc., on est bien devant une véritable communauté. Et donc, vous voyez la porte ouverte, etc. Il n'y a pas encore de maison tout autour, mais il y a des tombes. Et on est là encore avec une réalité du XIXe siècle. Bon. Alors, ce que je veux vous montrer ici, c'est un document qui a été dessiné par un architecte au XVIIIe siècle qui s'appelle De Saublot et qui montre les paroisses qui existent dans Mons au XVIIIe siècle. Alors, les paroisses, il y en a une qui est la paroisse de Sainte-Élisabeth, donc c'est celle qui se trouve vers la droite, il y a la paroisse qui est de Saint-Nicolas-en-Avray, c'est celle qui est vers le bas à droite, il y a la paroisse Saint-Germain qui est la paroisse dans le milieu en jaune, comme ça, qui est autour de l'église Saint-Germain. Et puis il y a deux autres paroisses. D'une part, la paroisse du Béguinage, et c'est bien une paroisse puisqu'il y a des registres paroissiaux qui sont aujourd'hui accessibles par Internet. Donc c'est la paroisse, puisqu'il y a évidemment les Béguines, mais il y a également d'autres habitants qui vivent dans le pourtour. Et il y a aussi en rouge ce qui est la paroisse de Messine, donc qui n'est pas très grande, parce que si vous voyez le dessin, elle va, premier point là-bas, à la bonne maison de Bousanton. Deuxième point, c'est la rue de Berthémont. Et tout le reste, vous m'entendez bien aussi comme ça, tout le reste, c'est cette partie qui va vers le quartier Rachaud
et vers le quartier Rachot, c'est un peu plus loin, mais en tout cas vers la Trouille qui se trouve ici. Donc, près du marché aux poissons, tout ça, c'est pas une très grande paroisse, il n'y a pas énormément dans les registres paroissiaux, mais voilà comment elle se dessine dans le courant du XVIIIe siècle. Oups. Voilà, vu d'un peu plus près. Et vous voyez que ce sont des grandes installations encore au XVIIIe siècle. Vous avez les Capucines qui se trouvent ici, l'hôpital militaire qui est là-bas, la bonne maison de Bousanton, les Sœurs Grises qui sont là-bas un petit peu plus loin, normalement, et on va jusqu'au pont de la Trouille. Voilà. Voilà encore le plan des paroisses, je vous en ai montré plusieurs, mais voilà. Alors, au niveau du patrimoine que l'on a dans tout ce quartier, je vais évoquer différents éléments de patrimoine. Donc là, c'est peu... Enfin, on l'a bien vu, cette chapelle du Béguinage, lorsqu'on a reconstruit tout le quartier qui se trouvait derrière. Donc, ça donne, derrière les bâtiments de la région wallonne, à la place du Béguinage. Et vous avez là la chapelle proprement parlée du Béguinage. Le Béguinage, c'était une chose. Donc, ça hébergeait les femmes âgées et un peu à la manière d'une maison de repos. Et à côté du Béguinage, il y avait les pauvres sœurs qui restaient dans le Béguinage et le couvent des pauvres sœurs, lui, qui se trouvait plutôt dans le secteur de la place Nervienne. Voilà, donc monument de la fin du Moyen-Âge, en pierre, etc. Donc là, on a un vestige très net de ces anciennes institutions. Autre vestige très net de ces anciennes institutions, dans le quartier, et qui est une grande valeur patrimoniale, c'est la bonne maison de Bousanton. De nouveau, il y a une chapelle, bien sûr, puisque pas de lieu de communauté jusqu'au XVIIIe siècle, et même de communauté religieuse, mais de communauté même tout court, jusqu'au XVIIIe siècle, sans une chapelle privée, plus ou moins contrôlée par le chapitre, notamment au niveau de ses sonneries de cloches, donc au niveau de ses clochetons, etc., etc. Alors, je n'ai pas encore beaucoup parlé du Val des Écoliers, mais voilà encore, et il est question maintenant, semble-t-il, de restaurer la tour du Val des Écoliers. J'ai une réflexion à faire à propos de la tour du Val des Écoliers. Il y a quelques mois, un an et demi, je ne sais plus exactement, il y a eu des fouilles en face de la tour et en vue de la construction de grands immeubles, etc. Et au moment de ces fouilles, pour les gens qui avaient envie d'aller visiter, d'aller jeter un coup d'œil, on a vu une partie du cloître du Val des Écoliers, des religieux du Val des Écoliers, les écoliers, ceux qu'on appelle les écoliers. Mais ce qui était très curieux, c'est que le sol du cloître se trouvait au moins 3 mètres en dessous du niveau actuel de ce secteur-là. Alors, comment expliquer ça? Par des remblais. Donc, ça veut dire que toute cette partie-ci de la ville, qui étaient des terrains de prés et qui étaient des terrains de boue, de marais, etc., facilement inondables, facilement marécageux, tous ces terrains ont été remblayés à un certain moment par toutes sortes de décombres provenant de la ville. Ce qui fait que, si vous vous souvenez, ça s'est vu aussi quand on a mis au jour la tour Saint-Georges, la tour des remparts, au moment où on a commencé la construction de la gare de Mons, qui se trouvait nettement en contrebas par rapport au boulevard. Autre élément par rapport à cette dimension, j'ai expliqué un peu les différentes dimensions du quartier. Autre élément par rapport à cette dimension, la rue de Berthémont, justement. Pourquoi? Parce que cette rue de Berthémont, elle fonctionne avec un moulin. Un moulin, nécessairement, fonctionne avec de l'eau, ça c'est facile à dire, mais un moulin fonctionne avec une dénivellation, avec une chute d'eau. Or, on ne voit aucune dénivellation entre le secteur, je vais dire, des Sœurs Noires et le secteur de la bonne maison de Bousanton. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Tout simplement, le remblai progressif dans l'intramuros, et même au niveau du boulevard, mais pas au-delà du boulevard, le remblai progressif de cette partie de la ville.
quand vous faites le tour des boulevards, vous êtes toujours au même niveau. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une montée à un endroit ou une descente à un autre endroit. Par contre, lorsque vous mesurez la dénivellation entre les terrains en amont des boulevards, donc du côté de Saint-Luc, et les terrains qui se trouvent du côté de la gare, donc la fameuse chapelle Saint-Georges, la fameuse tour Saint-Georges, et du côté de la gare à proprement parler, des niveaux de la gare, la dénivellation entre les terrains est de plusieurs mètres. Donc ça veut dire que cette plaine alluviale est une plaine alluviale en forte pente. C'est la raison pour laquelle on a pu y créer des moulins à l'entrée de l'intramuros, les moulins jumeaux au marché aux poissons. Donc ça veut dire que là, on retient de l'eau et cette eau inonde toute une zone et grâce à la chute, donc 2 mètres peut-être, 1,50 m ou 2 mètres, on peut effectivement faire tourner les roues. 450 mètres ou 500 mètres plus loin, il y a de nouveau un moulin. Et de nouveau un moulin avec une roue de dessus. Donc ça veut dire qu'il y a de nouveau une dénivellation qui s'est faite à cet endroit-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? D'une part, la rue de Berthémont, elle, n'a pas été remontée. Enfin, les terrains, les maisons, les constructions, ce bâtiment-ci, etc., n'a pas été remonté depuis le XVe siècle. Par contre, les terrains d'aval, ceux qui se trouvent vers la maison de Bousanton ou le Val des Écoliers, et les terrains d'amont, ceux qui se trouvent vers les Sœurs Noires, tous ces terrains-là ont été rehaussés avec le temps. Alors, ce à quoi ça conduit, c'est de considérer une autre dimension de la rue de Berthémont, qui est le fait de sa fonction complémentaire avec un moulin. Un moulin, pour être alimenté, je disais, aux besoins d'eau. Pour détenir de l'eau, pour retenir de l'eau, soit on a une dérivation, donc on détourne le cours d'eau avec une pente plus faible et puis hop, on fait retomber l'eau dans le cours normal de la rivière, soit on crée une digue en travers de la vallée et cette digue retient de l'eau. Vous allez me dire, c'est pas possible, comment faire? Vous avez le cas ici à Mons qui est merveilleux, qui est le moulin d'Illon. Vous avez là, au point de convergence de la Wampe et du Bi, vous avez là, d'un côté, l'emplacement d'un moulin, juste avant d'arriver aux collines, vous avez la rue du Prophète, je pense que ça s'appelle, et donc vous avez là une digue qui a 25 mètres de large à sa base, qui en a 10 à son sommet, et qui a une dénivellation, l'endroit le plus marqué, à l'endroit notamment, quand vous voyez la cascade d'Illon, cette cascade d'Illon, elle a une fameuse dénivellation. Il y a une dénivellation probablement de 3 ou 4 mètres. Comment on arrive à une dénivellation comme celle-là? Simplement en créant un barrage à travers la vallée. Un barrage qui a 400 mètres de long, 25 mètres à la base, 10 mètres au sommet et une hauteur de 4-5 mètres au total. Donc on a là un point, un élément qui a permis de retenir l'eau et lorsque vous allez vers l'extérieur de Mons, lorsque vous allez vers le pont-barrage qu'il y a de ce côté-là, vous regardez les prairies d'un côté, elles sont quasiment au niveau de la rue. Et vous regardez les prairies, les terrains de l'autre côté, ils sont 3 ou 4 mètres en dessous du niveau de la rue. Comment expliquer ça? Simplement parce que les gens du XVIIe et du XVIIIe siècle appelaient les accoulins, c'est-à-dire les alluvions et toutes les parties d'érosion qui venaient des champs, etc., et qui arrivaient dans ces retenues d'eau, dans ces étangs, et qui, à la longue, finissait par remplir complètement les étangs. Un étang, ça reçoit de l'eau courante qui charge de la terre, et puis quand l'eau arrive dans l'étang, elle se dit, bon, je vais laisser tomber tout ce que je transporte, ça tombe de soi, et ça remplit évidemment tout à fait le barrage. Et donc là, on a une autre dimension. Et donc l'image que je vous propose par rapport à ça, c'est de voir la rue de Berthémont comme ce qu'on appelait au Moyen-Âge justement une chaussée. Chaussée, ça vient du mot calciata, c'est-à-dire qui est fait avec de la chaux. C'est une rue chaussée avec de la chaux. Parce que la chaux consolide la terre et consolide les amas de terre, etc. Donc de voir ça comme un barrage, retenant les eaux pour le moulin du Pont-à-Trouille, c'est-à-dire celui qui est en bas justement de ce qui monte vers la rue de la Chaussée et la Grande Rue, et qui va retenir toute une série de terrains, ici derrière,
avec ce qu'on appelle le grand trou Oudard et le petit trou Oudard. Le trou Oudard, les trous ne sont pas des trous à eau. À Mons, le trou de Boussu, la rue des Trois Boudins, qui était la rue du Trou Boudin, ce sont simplement des impasses. Et donc le trou Oudard, c'est une impasse, le petit trou Oudard, c'est une petite impasse, et le grand trou Oudard, c'est une autre impasse. Mais on a là la rue des pêcheurs, la rue de la pêcherie, etc. Donc des endroits où il y avait malgré tout, effectivement, soit des fossés qui drainaient, soit des zones remplies d'eau, etc. Et donc, voilà une manière dont est géré l'espace en amont, donc de ce côté-ci, de la rue de Berthémont, et de l'autre côté, vous imaginez, je vous l'ai dit, la profondeur à laquelle se trouvait le couvent des Vals des Écoliers, donc une profondeur de minimum 3 mètres par rapport au niveau actuel. Donc on est dans une configuration tout à fait différente et évidemment beaucoup plus chargée d'eau. Voilà le rivage, encore une autre dimension du quartier, hein, cette partie de la ville qui sert de point de déchargement des marchandises qui viennent de l'extérieur ou de chargement pour l'envoi. Une image de la ville encore au XIXe siècle, ce sont les portes fortifiées. Hein, je l'ai déjà dit, mais voilà la porte d'Avray, la porte de Berthémont. Voilà les bastions en avant de la porte de Berthémont et avec effectivement le quartier de Berthémont qui est là-bas. Je vais respecter ma sonnette, en plus je ne l'ai pas mise au départ tout à fait à l'heure, donc je ne vais pas abuser. Voilà une image qui illustre le type d'attaque qui se faisait vers la porte de Berthémont. Si vous voyez bien les zigzags, ce sont des tranchées. Si vous ouvrez une tranchée comme ça vers la ville, c'est très facile d'envoyer des boulets dans la tranchée. Enfin, si elle tombe dans la tranchée, elle tue toute une série de gens en même temps ou elle fait valser toute une série de quilles. Si vous faites les tranchées en zigzag, vous êtes toujours relativement protégé par rapport au reste et vous voyez de quelle manière on grignote finalement l'invasion de la ville. Zone risquée, zone dangereuse, vous avez là un des boulets de canon qui se trouve dans la façade du couvent des Sœurs Noires. Donc si vous regardez cette façade, juste au-dessus du rez-de-chaussée, vous avez des grosses boules noires. Ce sont des boulets du siège de 1691, et vous avez également un boulet sur lequel il y a une magnifique fleur de lys. Quand on dit magnifique, elle identifie parfaitement de qui venaient les boulets en question. Alors on croyait à cette époque-là que de placer des boulets, ils ne sont pas tombés là, en plus alignés. On croyait que quand on mettait des boulets dans sa façade, c'était se protéger contre d'autres boulets qui allaient venir. C'est le même principe qu'avec les haches polies qu'on appelait comme des néolithiques préhistoriques, qu'on appelait des pierres de foudre. Là où la foudre tombait, il y avait cette pierre qui s'était cuite et qui était devenue en fait une hache préhistorique, mais ça on ne le savait pas. Et donc on la recueillait et on la mettait quelque part dans sa maison pour empêcher que la foudre ne tombe une deuxième fois au même endroit. La foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit, c'est bien connu. Alors les casemates, je vous en ai parlé. La démolition, on arrive vers l'époque contemporaine, vers notre époque à nous, la démolition des remparts et tout le développement qui va se faire, mais sur lequel je ne vais pas m'étendre, qui va se faire du côté extérieur de la ville, c'est-à-dire qu'il y a, à part le boulevard qui est quand même une grande ceinture et qui continue encore à être une grande ceinture, limitant quand même le passage entre l'ancien intramuros et l'actuel extramuros. Alors, ce qui est intéressant, mais sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, c'est ceci, c'est la manière dont les aménagements du XIXe siècle se marquent encore dans le paysage. Petit commentaire très rapide, vous avez ce qu'on appelle, je pense, la grande voirie, donc c'est le circuit intérieur de la ville, avec la place des chasseurs, et vous avez les éléments de fortification. Ce n'est pas encore le boulevard, c'est déjà, il y a un élément de fortification, il y a le boulevard, et puis il y a ces lignes courbes, ou ces lignes qui sont brisées, qui sont la trace des anciens bastions, et il y a un élément qui est bien intéressant, et qui est la rue du Versant. Donc si un dimanche après-midi,
vous ne connaissez pas la rue du Versant, ça vaut la peine d'y aller. C'est une rue qui démarre au boulevard et qui conduit, c'est l'ancien chemin qui permettait de sortir de la ville. Donc avant qu'on ne crée l'avenue Général de Gaulle et avant qu'on ne fasse la chaussée de Maubeuge, eh bien on sortait de la ville par cette rue du Versant. Versant veut bien dire ce qui veut dire, hein, on grimpe donc sur Berthémont et cette rue a des angles tout le long, un peu comme la rue du Fish Club, si vous connaissez, hein, qui sont les traces des bastions anciens et de cette difficulté dont je vous ai parlé qu'on doit imposer pour rentrer dans la ville, et difficultés évidemment qui se marquent aussi pour ceux et qui marquent aussi ceux qui veulent sortir de la ville. Autant on empêche les ennemis de rentrer, autant on empêche ou on contrarie ceux qui veulent sortir de la ville. Alors, bon, ça serait des trop longs cheminements, mais vous avez là-bas tout en haut, si vous faites cette balade à la rue du Versant, vous avez l'ancienne chaussée de Maubeuge. Et donc, cette ancienne chaussée de Maubeuge se greffait sur la rue du Versant. Et il y a toujours cette rue qui s'appelle ancienne chaussée de Maubeuge. Et puis l'avenue Général de Gaulle qui vient reconsidérer un petit peu cet ensemble-là. Voilà, je ne vais pas être plus long, je pourrais encore vous montrer 2 ou 3 images, mais je pense que j'ai brossé différents tableaux et peut-être qu'il y a quelques questions, donc je suis à votre disposition. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Gérard pour cet exposé riche, passionnant et très dense. Je vous rappelle que donc dans 2 semaines, le 15 mars, 19h30, dans cette église, vous avez la conférence de François de Vrint, qui est la deuxième partie de ce diptyque finalement consacré à l'église et à la paroisse et au quartier de Messine. Si vous souhaitez aussi acquérir les cahiers que la Maison de la Mémoire a fait sur Messine, ils seront en vente dans le fond, il suffit de me trouver. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interpeller Gérard, il se fera un plaisir d'y répondre.